vous savez, Annie Laurent, journaliste, écrivain, docteur d'État en sciences politiques, qui nous avait fait l'amitié de venir l'année dernière clôturer notre première saison de Café Politique, qui nous fait l'amitié de revenir. On espère qu'on la reverra également l'année prochaine. Alors nous sommes très contents ce soir d'être avec elle. Nous sommes très contents aussi d'avoir réussi à tenir, non pas notre pari, mais notre engagement, quand nous avions dit en septembre que nous ferions 9 cafés actualités, cafés politiques, qui traiteraient des thèmes cruciaux, des thèmes majeurs, des thèmes fondamentaux de notre aujourd'hui. Alors nous avons réussi à les faire tous, grâce notamment à nos amis, comme Annie Laurent aujourd'hui, c'est la deuxième fois qu'elle vient donc. Nous avons pu mettre donc sur la faute à Rousseau, accessible à tout le monde, et tout à l'heure je vous donnerai quelques chiffres révélateurs. Nous avons donc pu créer une véritable collection, une vidéothèque de ces intervenants de qualité qui sont venus parler de ces thèmes que sont la théorie du genre avec Gérard Leclerc, que sont la crise économique avec Antoine de Crémier et avec son cousin Hilaire de Crémier. Par exemple, je vous disais quelques chiffres, sur le site Vimeo, qui est le site sur lequel nous déposons ces vidéos que Paul enregistre, et je l'en remercie encore une fois, eh bien nous sommes en train d'arriver pour l'ensemble de nos vidéos à 278 000 téléchargements. Et le café politique d'Antoine de Crémier et d'Hilaire de Crémier consacré à la crise, donc un sujet d'actualité s'il en est, totalise à lui seul, cette seule vidéo, 48 100 téléchargements. Donc vous voyez que nous sommes satisfaits. Nous avons demandé à Jean-François Mattei aussi, le 7 janvier, de nous parler sur le déclin de la civilisation européenne. Jean-Baptiste Donnier nous a parlé de la présidentielle, le grand piège, Patrick Barrault, de la Révolution, Axel Tisserand. Et nous ferons la même chose l'année prochaine, puisque je vous annonce d'ores et déjà que le programme de notre 3e saison est bouclé. Nous aurons là aussi des intervenants de qualité, Daniel Masson, j'en reparlerai tout à l'heure peut-être, qui reviendront continuer à nous parler de ces thèmes qui font notre aujourd'hui. C'est ainsi que, comme le disait Maurras, une action française se reverra, se revoit, non pas parce qu'elle relâche indéfiniment des formules toutes faites anciennes, mais parce qu'elle parle des choses d'aujourd'hui avec des personnes qui les étudient sous l'angle d'une action française véritable, en proposant nos solutions, nos idées. Donc je suis très bref. Je vous signale juste que nous arrivons à la pause estivale pour tout le monde. Cette pause n'en est pas tout à fait une, puisque la faute à Rousseau est un quotidien, il continuera donc à paraître tous les jours. Donc nous resterons avec vous au mois de juillet et au mois d'août. Et puis nous reprendrons ensuite pour une 3e séance de café politique. Mais vous savez que cette année, il y a une particularité, c'est que notre réunion de rentrée, à laquelle je vous invite déjà, je l'ai déjà fait d'ailleurs la dernière fois, n'aura pas lieu à la fin septembre, mais au début septembre, au tout début septembre, le 1er septembre, nous serons autour de Nicole Maurras, justement, à Martigues, chez Charles Maurras, dans les jardins de la Maison du Chemin de Paradis, puisque c'est 2012, le 50e anniversaire de la mort de Charles Maurras. Voilà, donc je m'arrête là. Je vous ai juste indiqué l'intérêt de ces cafés, l'intérêt de cette collection. Vous savez que sur la faute à Rousseau, nous avons dépassé le chiffre de 105 000 pages lues mensuelles, le chiffre de 30 000 visites par mois, ce qui n'est pas mal, ce qui est prometteur, et nous avons chaque mois un lectorat de 15 000 personnes qui viennent se connecter et lire. Donc le travail que nous faisons est intéressant, il faut le continuer. Alors je remercie Annie Laurent, je lui passe la parole. Elle nous avait parlé l'an passé du monde arabe, des printemps arabes. Elle va continuer aujourd'hui une sorte de chronique ininterrompue. Merci d'être là. François qui a encore pas mal parlé, c'est très bien, mais tu as oublié de citer l'orateur qui est là, le seul d'ailleurs, c'est Alain Bourri, qui a participé au café politique. C'est la moindre des choses quand même de le citer. Merci. Voilà, alors bonsoir à vous tous. Alors, où va le monde arabe? Je ne sais pas trop, mais enfin on va essayer d'esquisser quelques perspectives. Voilà, je vous présente le plan d'abord. Je vais rappeler les premières étapes de ces révolutions qu'on a baptisées printemps arabes. Ça, ce sera assez rapide. Ensuite, je vais m'attarder davantage sur l'Égypte et sur la Syrie. C'est 2 points très importants. La Syrie avec le Liban aussi. Et puis, je terminerai avec quelques réflexions sur la politique occidentale dans ces contextes-là. Voilà.
Alors, les premières étapes, je les rappelle, donc, tout a commencé en Tunisie à la mi-décembre 2010. La révolution s'est déroulée très vite. Elle s'est achevée par elle s'est conclue par le départ du président Ben Ali, qui a quitté son pays en février 2011. Ensuite, il y a eu des élections législatives qui ont donné, à la surprise de beaucoup d'observateurs en Occident, la victoire au parti islamiste Ennahda. Ennahda, ça veut dire la Renaissance. Et donc le chef était exilé à Londres depuis une dizaine d'années. Il est rentré, bien sûr. Et voilà. Ça a surpris parce qu'on avait l'habitude de voir la Tunisie comme un pays, on disait laïque. En fait, il n'est pas laïque. Hein, il n'a jamais été laïque puisque l'islam était et reste la religion officielle en Tunisie. À la suite des législatives, on a élu un nouveau président de la République. Alors, c'est un francophone, Moncef Marzouki. Il était exilé à Paris. Alors, lui, ce n'était pas du tout un islamiste. Il était plutôt de gauche, voilà, une catégorie qui n'est pas très adaptée au monde arabe, mais enfin, il se définissait beaucoup comme ça, en tout cas progressiste. Disons, il y a une vingtaine d'années, il avait publié en France un livre très intéressant, « Arabe si vous parliez ». Aux éditions Lieu commun. Je ne sais pas s'il va être réédité, il en est question. Et en le lisant, on voyait un homme extrêmement habité par des idées très modernes et pour lui laïques. Alors ça a surpris évidemment que ce pays qui s'est donné un parlement à majorité islamiste ait maintenant un président modernisant, on pourrait dire. En fait, il a accepté cette présidence, il est rentré dans son pays, donc de Paris, et pour justifier son acceptation, il a dit qu'après tout, il s'était trompé, qu'il n'avait pas réalisé l'importance du fait religieux dans l'identité de la Tunisie. Alors là, il joue le jeu jusqu'à même ne plus porter de cravate. Vous savez, ce qui distingue souvent les islamistes, c'est qu'ils ne portent pas de cravate pour montrer qu'ils ne sont pas, donc... Bon. Il y en a plusieurs ici d'ailleurs qui n'ont pas de cravate. Voilà, donc, tout récemment, on a eu aussi une nouvelle étape avec la légalisation en Tunisie du premier parti salafiste qui porte le nom de Front de la Réforme. Il y a eu aussi récemment un drame, je ne sais pas si ça a un rapport, mais enfin, il y a quand même des tendances à la réislamisation dans certains milieux tunisiens. Tout récemment, on a assassiné un musulman converti au christianisme. Il a été égorgé donc en Tunisie. Voilà pour la Tunisie. Alors le Maroc maintenant, je peux déjà faire cette remarque, c'est qu'on peut constater que les monarchies tiennent beaucoup mieux que les républiques. C'est un fait dans les autres pays de la région. Je vais vous le rappeler. Alors, le roi Mohamed VI a senti, bien sûr, le vent tourner. Il y a eu beaucoup de manifestations à Casablanca et à Rabat. Donc, il a pris les devants. Il n'a pas attendu que la violence augmente trop. Et il a promulgué des réformes constitutionnelles, une nouvelle constitution, suivies d'élections législatives qui ont donné la majorité, là aussi, au parti islamiste. Maintenant, donc, nous avons un nouveau gouvernement islamiste. C'est le parti de la justice et du développement. Le roi a nommé le chef de ce parti comme Premier ministre. Alors, je ne suis pas allée au Maroc depuis longtemps, mais des échos que j'en ai eu tout récemment par des gens qui y étaient m'ont dit que l'ambiance a beaucoup changé ces derniers mois. Là, il y a une véritable réislamisation des mœurs, une ambiance pesante. Il y a des lieux où on ne peut plus boire d'alcool, même à Rabat, et bien sûr dans les villes plus traditionnelles comme Fès et Meknès. Là aussi, d'ailleurs, j'ai un ami qui vit là-bas et qui m'a rapporté trois faits dramatiques tout récemment. Donc, on a tué un juif à Fès. Vous savez qu'au Maroc, il y a des juifs marocains. On a tué un catholique à Agadir. Et on a agressé une femme catholique enceinte à Mohamedia. Son mari était au travail, elle était dans sa maison dans la journée et elle a subi une agression et la maison a été pillée aussi. C'est des choses qu'on ne voyait pas avant ou alors de manière très très exceptionnelle. Il y a eu ces trois événements là coup sur coup. Voilà, l'Algérie pour l'instant n'a pas vécu de révolution, mais on sait que l'islamisation est très croissante. On a fermé des cinémas, des bars, des restaurants à Alger.
bon, je ne m'attends pas sur l'Algérie. Alors, bon, la Libye aussi, vous connaissez la situation, la révolte contre le régime du colonel Kadhafi, qui a été abattu le 20 octobre 2011, grâce notamment à l'intervention des forces occidentales. Alors, la Libye, c'est différent. C'est vrai que ces révolutions, elles ont été motivées souvent par un désir d'une certaine modernisation des régimes en place. En Libye, l'aspect tribal est très très important. Les rivalités entre les régions, hein, la Tripolitaine, la Cyrénaïque, c'est un pays composite en fait, hein, hérité de l'époque coloniale. En tout cas, depuis, c'est vrai qu'on ne parle que de la charia, le désordre, des rivalités entre tribus, entre régions, des mercenaires armés circulent partout et ils se propagent également dans d'autres pays comme au Mali et puis en Syrie, je vais en reparler après. Un autre pays touché par les révolutions, c'est le Yémen. Alors là, la révolution s'est soldée par le départ de l'ancien président, Ali Abdallah Saleh. On a élu un nouveau président, Mansour Hadi, qui est l'ancien vice-président. Donc il a été élu en février 2012, mais la situation reste très instable au Yémen. Des luttes tribales, Al-Qaïda y est présent, etc. Enfin, il y en a encore deux pays, Bahreïn, l'émirat de Bahreïn. Vous savez que la population là est à majorité chiite, mais la monarchie qui gouverne cet émirat est sunnite, c'est la monarchie de El Khalifa. Et alors il y a donc la majorité de la population chiite qui voudrait un partage plus équitable, selon ce qu'ils disent, du pouvoir, donc avec les sunnites. Là, la révolution est vraiment confessionnelle. Il n'est pas question de laïcité ni de modernisation du système. Et puis la Jordanie, bon, en Jordanie il y a un roi, comme vous le savez. Là, il y a une contestation récurrente également, mais enfin, de temps en temps, le roi prend des mesures de manière à calmer le jeu, mais combien de temps ça durera, la situation reste très fragile en Jordanie, d'après ce qu'on peut avoir comme information. Voilà, alors maintenant, l'Égypte. Alors en Égypte, l'Égypte a suivi directement la Tunisie. La révolution a commencé le 25 janvier 2011. Alors qui étaient les révolutionnaires? Là, on est vraiment dans un cadre révolutionnaire, disons, on pourrait dire à l'occidental, dans la mesure où ceux qui ont déclenché les manifestations contre le régime de Moubarak étaient imprégnés d'idées universelles. La dignité de l'homme, la liberté, la démocratie, enfin, on peut en discuter, mais c'était les arguments qu'il donnait pour contester le régime de Moubarak. Au fond, c'était d'ailleurs la même chose en Tunisie quand ça a commencé aussi. Donc, rien à voir avec la religion en Égypte au début. Les frères musulmans s'en sont méfiés. Les frères musulmans, donc ce mouvement islamiste, hein, fondé en 1928, qui a dans son programme l'application la plus intégrale possible de la charia, la loi islamique. Donc ils s'en sont méfiés au début, ils étaient dans l'illégalité jusque-là, hein, mais très influents dans la société, je vous en reparlerai après. Mais très vite, ils ont compris que pour eux, c'était une occasion historique de pouvoir prendre une revanche sur leur mise à l'écart par les régimes précédents. Donc ils se sont joints aux révolutionnaires. Et quant aux Coptes en Égypte, qui sont assez nombreux, puisqu'on pense qu'il y a 10 millions de Coptes sur 80 millions d'habitants en Égypte, alors les Coptes orthodoxes, sous la direction du pape Shenouda III, qui est décédé en mars de cette année, n'ont pas pris position au début du tout pour la révolution. Au contraire, Shenouda était proche de Moubarak. Il avait payé cher dans le passé son opposition au régime. Il avait été relégué dans le désert, vous savez, dans un monastère pendant plusieurs années, sous le président Sadat. Donc, il était devenu très prudent. Mais parmi ses fidèles, il y en a, surtout les jeunes, voulaient absolument entrer dans le train de la révolution en vue d'une modernisation de l'État et de la société. Donc, ils n'ont pas suivi les directives de leur patriarche. Par contre, chez les Coptes catholiques, on a pris il y a eu un grand engouement pour la révolution. Je suis allée en Égypte en juin dernier, oui c'est ça, et j'ai vu pas mal de responsables de l'église copte catholique ou des Chaldéens, des Maronites, etc. Les prêtres organisaient beaucoup de débats avec des chrétiens et des musulmans dans leur paroisse. Ils ont beaucoup incité leurs fidèles à se mêler au débat public. Puis on a vu ces scènes de fraternisation, hein, que vous avez tous
en mémoire sans doute. Alors, Moubarak a dû partir le 11 février 2011. Il a confié la transition du pouvoir à un Conseil suprême des forces armées, dirigé par le maréchal Tantawi. C'est tout à fait compréhensible dans la mesure où en Égypte, l'armée a un poids considérable. Elle est très très présente, elle a mené des guerres contre Israël, elle en a retiré, malgré les défaites, prestige. Et puis l'armée est aussi très impliquée dans la vie économique. Elle détient des quantités incroyables d'usines, de centres d'hôtellerie, de commerce, etc. Alors, à partir de là, à partir du moment où Moubarak est parti, on a vu affleurer un nombre incroyable de demandes de partis politiques. Et des dizaines et des dizaines de partis ont été légalisés, parmi eux les frères musulmans, sous le nom le Parti de la justice et de la liberté. On a vu aussi apparaître des salafistes qu'on ne voyait pas avant. Ils existaient en Égypte, mais c'était des réseaux dormants, si vous voulez, qui attendaient leur heure, comme les frères musulmans d'ailleurs. Sauf que les frères musulmans, on savait qu'ils existaient, on connaissait leurs activités dans le domaine de la charité, de la bienfaisance, des écoles, etc. Les salafistes, eux, on ne savait pas qu'il y en avait en Égypte, et ils subsistaient grâce au financement qui leur était donné par l'Arabie saoudite et par les Émirats du Golfe, qui financent aussi les frères musulmans, bien entendu. C'est tout à fait frappant de voir l'émergence des salafistes dans une ville comme Alexandrie, où je suis allée justement en juin de l'année dernière. Alexandrie, cette ville de tradition ouverte, cosmopolite, hein, vous savez, il y a cette très grande bibliothèque qui a été reconstruite d'ailleurs très largement grâce au financement français. Et bien, on n'avait pas l'habitude de voir ce qu'on voit maintenant. Maintenant, vous avez des salafistes partout, par bande dans les rues, avec des panneaux sur les murs. L'Égypte doit être une république islamique, etc. Les habitants d'Alexandrie sont parfois terrorisés de cette situation. Et c'est vrai que c'était vraiment un noyau qui portait en germe les salafistes. Le mot salafisme, je ne sais pas si vous connaissez le sens, ça vient du mot arabe salaf, qui veut dire pieux ancêtre. C'est en fait donc les compagnons de Mahomet que les salafistes cherchent à imiter par tous les moyens, d'où leur tenue spécifique, hein, et la manière de se raser la barbe aussi. Alors, les salafistes ont également été légalisés. Leur parti s'appelle le Parti de la Lumière, El-Nour. Voilà. Alors ensuite, avec la Révolution aussi, on a assisté à la situation est devenue très très instable, avec une insécurité générale, beaucoup de vandalisme, la police avait disparu. Il faut dire que les Égyptiens détestaient la police à cause des enlèvements, des séquestrations arbitraires, etc. Et voilà. Et puis les Coptes ont subi particulièrement de très nombreuses violences, je vais y revenir après. Alors, parmi les étapes, il faut mentionner donc, les élections législatives, d'abord pour l'Assemblée nationale. Elles se sont déroulées pendant l'hiver 2011-2012, du 28 novembre au 11 janvier. Et là aussi, donc, elles ont donné la victoire au parti islamiste. Entre les frères musulmans, les salafistes et des groupuscules islamistes, ils ont 71% des sièges donc, à l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a eu des élections pour le Sénat. Alors, le Sénat en Égypte n'est que consultatif, hein, il ne vote pas les lois. Les résultats, c'est 58% des sièges au parti islamiste, toutes tendances confondues. Alors, on peut se demander comment cela se fait qu'il y a eu cette révolution. Et puis, pourquoi la victoire des islamistes? En fait, ils étaient très très organisés, ils étaient donc hors la loi, mais ils avaient une influence considérable sur les populations. Le tort de Moubarak, ça a été non pas de contenir les islamistes, mais de ne rien faire pour le développement du pays. Il y a un taux d'analphabétisme très important en Égypte, surtout dans les campagnes reculées, et le gouvernement laissait cette population hors du développement, et les frères musulmans en ont profité donc, pour aider les gens. Alors, grâce à ça, d'ailleurs, ils apparaissent comme des gens purs, droits, vertueux, si vous voulez, et on leur fait confiance. C'est pourquoi un si grand électorat s'est porté sur leur voie. Ils se disent avec eux, il n'y aura pas de corruption, comme au temps de Moubarak.
Voilà pour ça. Alors, la dernière étape sur le plan de la révolution, c'est, enfin l'avant-dernière plutôt, c'est la condamnation de Moubarak, qui a été condamné il y a quelques jours à la prison à vie. Je pense que vous avez vu la colère que ça a déclenché chez les Égyptiens. Ils auraient souhaité, beaucoup d'entre eux en tout cas, la peine de mort, oui absolument. Alors, il a 84 ans, bon, mais il y a un sentiment de vengeance très très fort chez les Égyptiens. Donc, alors maintenant, on est dans un processus pour l'élection présidentielle. Il y a eu un premier tour les 23 et 24 mai. Et c'est vrai, depuis très longtemps, depuis 1952, je crois, depuis l'époque de Nasser, la première élection démocratique, donc non truquée. Alors, je vous ai dit, il y a une éclosion incroyable de partis politiques, donc beaucoup de candidats. Alors, on s'est beaucoup mêlé de politique en Égypte. Et au premier tour, il y a eu 13 candidats. Alors, il y avait une candidature qui pouvait nous intéresser, nous, parmi ces 13. C'était celle de Amr Moussa. Amr Moussa, c'était un ancien ministre des Affaires étrangères et aussi, par la suite, il a été nommé président de la Ligue arabe. Donc, il est très connu en dehors de l'Égypte. Il a de très bonnes relations avec le Vatican. Il a pas mal d'amis catholiques. C'est un homme, disons, on dirait laïque, si vous voulez, bien qu'il est musulman, mais enfin, qui fait preuve d'une grande ouverture. Alors, c'est sûr que Amr Moussa plaisait beaucoup à la fois aux révolutionnaires et à certains chrétiens, notamment aux catholiques, à cause de ses relations avec le Vatican. Il plaisait plus aux catholiques qu'aux coptes orthodoxes. Mais Amr Moussa, donc, a été très largement battu. Alors, il était prévu que dans le cas où aucun candidat n'obtiendrait la majorité absolue au premier tour, un deuxième tour devait être organisé, et c'est donc ce tour qu'on attend maintenant, qui aura lieu les 16 et 17 juin prochains. Alors, il y a deux candidats qui sont en lice. Je vais vous les présenter un peu pour vous aider à comprendre les enjeux actuels qui sont vraiment... enfin, on est dans une très grande incertitude face à l'avenir de l'Égypte. Premier candidat, Mohamed Morsi, qui est le président des Frères musulmans, avec le nom du parti Liberté et Justice. Alors, c'est clair, l'application de la charia est fondamentale. Il dit que chacun est libre de sa croyance, mais n'empêche que... c'est le programme des Frères musulmans qu'il entend appliquer. Une autre caractéristique de Mohamed Morsi, c'est qu'il est un militant très actif contre Israël, ce qui inquiète d'ailleurs bien sûr l'État d'Israël. Il a fait partie d'un groupe constitué anti-israélien, bien qu'illégal. Hein. Et puis, alors, vous savez, les Israéliens ont de quoi s'inquiéter, c'est vrai, puisque à l'automne dernier, c'est ça, on a attaqué l'ambassade israélienne d'Israël au Caire. Hein. Et il a fallu exfiltrer d'urgence en pleine nuit les dates qui étaient là. Il faut dire qu'en Égypte, il y a un sentiment, un très fort sentiment anti-israélien. Entre Israël et l'Égypte, ce n'est pas une vraie paix. Il y a un traité de reconnaissance, mais il n'y a pas la paix. Il n'y a aucun échange entre les deux pays. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a eu un événement qui me revient là. Le grand mufti d'Égypte, donc le principal responsable religieux de l'islam sunnite, est allé à Jérusalem. Il n'est pas allé voir les autorités israéliennes, bien sûr. Il est allé voir les Palestiniens musulmans, mais il est allé aussi faire un pèlerinage sur l'esplanade des mosquées, hein, au-dessus du mur occidental. Et en Égypte, ça a soulevé un tollé incroyable. On a dit qu'il était allé chez l'ennemi, etc. Des polémiques inouïes. Même la grande université d'El-Azhar, dont je vais vous reparler après, a pris position contre ce voyage, en disant que c'était comme une trahison, en quelque sorte. Donc, je vous dis ça pour vous montrer que le sentiment anti-israélien est très fort en Égypte. Alors voilà pour Mohamed Morsi. Hein. Il y a de fortes chances qu'il soit élu, mais enfin, bon, je ne suis pas devin non plus. Le deuxième candidat donc, qui s'oppose à lui, c'est le général Ahmed Shafik. Alors, on peut être étonné de voir que là, avec lui, il s'agit d'un vestige, si on peut dire, de l'ancien régime. Ahmed Shafik a été le dernier Premier ministre d'Hosni Moubarak. Il est celui par bien entendu. Alors, lui, ce qui peut lui donner des voix, c'est qu'il promet le retour à la sécurité dans ce pays qui est vraiment livré à beaucoup de vandalisme, etc. On peut comprendre qu'à cause de ça, à cause de cette promesse-là, il inspire confiance aux Coptes.
Et pourtant, les Coptes savent aussi que l'armée, dont fait partie Ahmed Shafik, cette armée a réprimé certaines de leurs manifestations pacifiques au Caire. Vous vous rappelez peut-être, en octobre 2011, les Coptes s'étaient rassemblés par centaines devant le siège de la télévision à Maspero, comme on dit, à côté de la place Tahrir où avaient lieu les manifestations révolutionnaires. Ils s'étaient rassemblés là, pacifiquement, ils étaient restés là plusieurs jours et nuits, pour protester contre des violences exercées contre des Coptes en Haute-Égypte et face à l'incurie des pouvoirs publics. Et l'armée elle-même est venue, elle a foncé dans le tas avec des chars, et il y a eu plus de 20 tués parmi les Coptes présents là. C'est pour dire que, bon, il faut relativiser aussi la confiance que peut inspirer Ahmed Shafik. Mais enfin, bon, je vais préciser après la position des Coptes. Oui, sur le passé un petit peu. C'est vrai qu'après la Révolution, l'armée a fait bonne figure en les Coptes. Très vite, il y a eu l'incendie d'une église à 40 km au sud du Caire, pour ceux qui connaissent l'Égypte, à côté de Elouane. Et l'armée s'est engagée aussitôt à réparer cette église. Et elle a tenu parole. L'église a bel et bien été réparée. Je le sais parce que le nonce apostolique, qui est un ami, est allé inaugurer l'église restaurée. Mais après, depuis lors, les Coptes subissent injustice sur injustice, violence sur violence. Le bilan est vraiment catastrophique. On a incendié, outre celle que je viens de mentionner, 4 autres églises, dont 2 au Caire. Les agressions dont sont victimes beaucoup de Coptes, par exemple, enlèvement de jeunes filles chrétiennes qu'on islamise, qu'on marie de force et donc qui sont obligées de se faire musulmanes, des vols. Moi j'ai une amie copte orthodoxe au Caire, elle est de Luxor, et elle m'a raconté donc l'an passé qu'on lui a pris ses biens immobiliers, les terrains, les maisons, à Luxor, et elle ne peut absolument pas se défendre. Oui. Alors c'est un exemple parmi bien d'autres. On a aussi assisté à une pratique qui avait cours au temps de Moubarak, mais les Coptes espéraient que ça serait fini avec la nouvelle situation. Cette pratique, c'est la suivante. Il s'agit de simulacres de réconciliation. Un exemple. Des musulmans intégristes attaquent un village chrétien parce qu'il y a une église qu'ils ne veulent plus voir. Alors ils demandent la démolition de cette église, ça les gêne, etc. Alors les autorités, au lieu d'arrêter les agresseurs, organisent ces simulacres, comme je l'appelle, de réconciliation. On oblige les uns et les autres à se réconcilier, mais il n'y a pas de justice. Oui, les agresseurs restent impunis et les Coptes sont obligés d'accepter le fait accompli. Et parfois, ils n'ont même pas, leurs droits ne sont même pas respectés pour les églises, par exemple. Il y a quelques semaines, des familles chrétiennes ont été chassées de leur village, dans les environs d'Alexandrie aussi. Ça a soulevé pas mal de polémiques en Égypte, mais voilà, de manière injuste. Les salafistes, évidemment, ne se gênent plus aujourd'hui pour multiplier les déclarations provocantes vis-à-vis des Coptes. Aucun dirigeant politique ne prend position contre ces déclarations, comme si on voulait ménager les salafistes, donc elles ne sont pas dénoncées, à part par quelques journalistes courageux. Et puis aussi, alors il y a des Coptes qui manient Internet et qui disent leur souffrance. Eh bien, il arrive qu'ils soient jugés et condamnés pour insulte à l'islam, voyez, alors qu'ils ne s'en prennent pas au courant, bien sûr, c'est trop dangereux. Voilà, alors c'est un bilan quand même terrible pour les Coptes. Alors, malgré tout, les Coptes préfèrent, comme parmi les 2 candidats, Ahmed Shafik, donc le général. Ils pensent que Ahmed Shafik, s'il est élu, fera barrage à l'islamisation qui serait redoutable sans doute si le candidat des frères musulmans était élu. Les Coptes se disent aussi que peut-être aujourd'hui, le futur gouvernement tiendra compte des erreurs du passé, des erreurs commises au temps de Moubarak, qui ne faisait rien pour protéger les Coptes, hein, malgré ce qu'il disait à l'Occident. Alors les Coptes sont hantés par cette idée que de la future constitution, il n'y a pas de constitution pour l'instant, elle a été abrogée après la Révolution, il y a l'article 2 qui fait de la charia la source principale du droit. Alors ils ont très peur que cet article 2 ne fasse plus tard, voilà notre article, la constitution, ne fasse de la charia non pas la source principale, mais la source exclusive du droit.
Alors, vous voyez un peu ce qu'il en adviendrait des Coptes à ce moment-là. Alors, concernant ceux qui vont sans doute voter pour Ahmed Shafik, il y a bien sûr tous ceux qui travaillent dans le secteur du tourisme, enfin, en tout cas, les responsables. C'est évident, hein, vous comprenez bien que si les frères musulmans arrivent au pouvoir, ça risque de poser de sérieux problèmes pour accueillir les touristes au niveau de la vente d'alcool, des tenues sur les plages, etc. D'ailleurs, plusieurs islamistes ont bien dit qu'il faudrait voter des lois contre les maillots de bain, par exemple, pour les femmes, surtout, bien sûr, sur les plages. Alors, les révolutionnaires, comment est-ce qu'ils, égyptiens, ceux qui ont déclenché le mouvement, comment est-ce qu'ils se situent? Ils sont bien sûr désemparés. Et pendant des mois, ils ont dit « on nous a volé notre révolution ». Alors Shafik, bien malin, leur dit maintenant « on vous a volé votre révolution, je l'admets, mais je m'engage à vous en rendre les fruits ». Il promet même de les associer au pouvoir s'il est élu. Et il n'y a pas de retour à la cible. Et l'autre jour, une déclaration du même Shafik qui dit qu'il n'est pas hostile à la formation d'un gouvernement dont le Premier ministre serait frère musulman. Vous voyez, on est en pleine ambiguïté. Hein. Et puis les révolutionnaires savent bien aussi que l'armée a souvent maté leur mouvement pendant les mois de la révolution. En même temps, une autre ambiguïté, c'est que Shafik se présente pour la création d'un État civil. Alors on dit toujours un État civil dans le monde arabe pour surtout ne pas prononcer le mot laïcité. Hein. C'est un mot tabou qui est impossible de parler de laïcité. Alors pour plaire aux frères musulmans, pour les rassurer, on parle d'État civil, mais en fait on ne sait pas trop ce que ça veut dire l'État civil. Alors voilà, les Égyptiens se trouvent maintenant placés devant un choix crucial. Soit le retour à l'ancien régime avec Ahmed Shafik, soit l'islamisation en règle de leur pays. Et au fond, aucun des deux candidats n'incarne les idéaux révolutionnaires. Alors, quel avenir pour l'Égypte? On ne peut absolument pas faire de pronostics sérieux tant qu'on n'a pas une nouvelle constitution. Les prérogatives du futur président, elles sont floues, justement, à cause de l'absence de constitution. On peut se poser aussi la question du rôle d'El-Azhar. Donc, El-Azhar, c'est la grande institution sunnite qui est au Caire, et qui a une influence bien au-delà des frontières de l'Égypte. C'est une institution qui est très, très ancienne, qui possède une université avec des centaines de milliers d'étudiants, répartis un peu dans toute l'Égypte, et puis des écoles primaires, secondaires, etc. Son influence est considérable. L'été dernier, El-Azhar a publié des documents intéressants, estimant qu'il fallait absolument respecter toutes les libertés. Il y en a un qui m'a particulièrement frappé. Ce document, on parlait de la liberté religieuse. Mais quand on lisait le document, on voyait bien qu'il y avait une ambiguïté là aussi. Parce que quand on parle de liberté religieuse, dans le monde musulman, il ne s'agit qu'éventuellement de liberté de culte pour les non-musulmans, les Coptes en l'occurrence. Mais en aucun cas de liberté de conscience. Liberté de conscience qui permettrait à des musulmans de changer de religion. Vous voyez. Un ami jésuite à Alexandrie m'a commenté ce texte, il m'a dit si ça avait été autrement, si El-Azhar avait reconnu la liberté de conscience, eh bien ce ne serait plus l'islam. Voilà. Alors on va voir quel sera le rôle de... Ah oui, El-Azhar, une autre chose. Dans les premiers temps de la Révolution, le cheikh, le grand cheikh d'El-Azhar, le chef, donc, a organisé de la famille égyptienne. C'est une structure au sein d'El-Azhar qui convoque des réunions régulières des membres de toutes les communautés religieuses donc de la société égyptienne. Donc des musulmans bien sûr, mais aussi des coptes, des catholiques, etc. Mais bon, j'en ai parlé avec plusieurs évêques là-bas, ils m'ont dit c'est purement formel. Hein, on n'a pas... voilà, mais bon, la maison de la famille égyptienne. Voilà pour les... Ah oui, alors bien sûr, avec tout ça, depuis la Révolution, les Coptes émigrent en quantité de plus en plus nombreuse. Déjà, il y avait un mouvement d'émigration, mais là, il y a eu une accélération. J'étais au Canada il y a début du mois de mai,
Et j'ai des amis coptes à Montréal. Le mari est un juriste qui est président de l'association des coptes du Canada. Il m'a dit, on voit arriver beaucoup de coptes chez nous maintenant, ou des demandes de visa. Alors là, on était à Montréal, donc au Québec. Vous savez qu'au Québec, on accepte l'immigration que si elle est francophone. Ça, c'est on ne peut que s'en réjouir, bien entendu. Mais il y a aussi beaucoup de musulmans francophones, donc beaucoup de Marocains, de Maghrébins en général, et donc des coptes francophones qui émigrent au Canada. À Montréal, vous voyez, il y a 4 paroisses coptes orthodoxes actuellement. C'est pas rien du tout. Hein. Voilà, maintenant pour la Syrie. Alors en Syrie, les manifestations ont commencé à Deraa, une ville dans l'extrême sud, à la frontière jordanienne. Ça a commencé le 15 mars 2011. Alors on fait un bilan terrible, c'est vrai. On parle de 13 000 morts. Maintenant, c'est très difficile d'être absolument sûr de la réalité des chiffres et surtout de savoir qui a commis tel ou tel massacre ou telle violence, parce que dès le début, il faut le dire, il y a eu une couverture médiatique unilatérale. Dès le début, on a dit c'est Bachar el-Assad, le président, donc, qui est responsable de tout. Alors, comment les choses se présentent? Bon, Bachar tient le pouvoir jusqu'à présent. Il y a une opposition qui s'est formée, mais c'est une opposition multiforme, disparate, divisée, désorganisée. Elle a 2 éléments principaux, mais il y en a d'autres encore. Alors, les 2 éléments principaux sont d'abord le Conseil national syrien, formé de laïcs, si vous voulez, de civils plutôt. Ce Conseil national syrien a été dès le début présidé par un universitaire syrien exilé à Paris, Burhan Galioun, donc parfaitement intégré en France. Il se dit militant de la gauche nationaliste arabe. Le problème, c'est que Burhan Galioun est inconnu en Syrie. Ça fait au moins 40 ans qu'il vit à Paris, même plus, je crois. Et j'ai interrogé des Syriens, on n'a jamais entendu parler de lui. Vous voyez. Alors, il vient de démissionner de la présidence du Conseil national syrien. Ce qui est ennuyeux pour lui et pour l'opposition, c'est qu'il a été mis à cette position, à ce poste-là, par les frères musulmans, qui ont œuvré pour le mettre à la tête de ce Conseil national syrien, afin de rassurer l'opinion publique occidentale. Et bien sûr, donc, il est manipulé. En réalité, dans le Conseil national syrien, l'élément dominant, ce sont les frères musulmans syriens, qui sont eux également financés par l'Arabie saoudite et Qatar. L'émirat de Qatar intervient énormément en Syrie. Alors, le Conseil national syrien est pour la militarisation de l'opposition, mais à cause de ces divisions, de cette influence importante des frères musulmans qu'on a découverte en Occident, donc sa crédibilité n'est pas très grande. En plus, il n'a pas de siège, il se balade d'une ville à l'autre. Voilà. Alors, il y a aussi parmi les frères musulmans, donc qui sont représentés au Conseil, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, c'est cet organisme qui est basé à Londres, donc créé par des frères musulmans exilés, et c'est de lui que les journalistes tiennent la plupart des informations. Vous voyez pourquoi je pense qu'il faut être réservé, etc. Je ne dis pas ça pour minimiser l'ampleur des souffrances qui sont effroyables, mais voilà. La télévision Al Jazeera, qui émet de Qatar aussi, de Doha, au Qatar, est présente aussi dans la désinformation concernant les événements de Syrie. Et puis, donc, outre le Conseil national syrien, il y a l'armée syrienne libre, comme elle s'appelle, qui est composée de déserteurs de l'armée nationale syrienne, de mercenaires armés qui viennent d'un peu les pays arabes sunnites. Et vous voyez, on l'a pas dit dès le début, dès les premières semaines de la révolution. Au début, ce n'est pas une révolution, c'est une manifestation, mais dès le début, des mercenaires sunnites se sont infiltrés en Syrie, par l'Iran, par l'Irak, par la Turquie, par le Liban, et même certains sont venus après, sont venus de la Libye avec leurs armes.